Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de défense. Au moment où la plupart des officiers israéliens parlent d'opérations terrestres à l'intérieur du Liban, ça résonne finalement comme en 2006, la seconde guerre du Liban, une guerre qui ne se serait pas arrêtée. En attendant, nous avons décidé de nous arrêter justement nous-mêmes sur le trauma de cette guerre, un trauma tant pour les militaires que pour les civils, pour ceux qui ont la mémoire courte. Retour sur les faits, signé Shani Guidalia. « 12 juillet 2006, 9h30 du matin, les forces du Hezbollah tirent des dizaines de missiles Katyusha vers les localités israéliennes du nord. Au même moment, une cellule terroriste du Hezbollah franchit la clôture à la frontière dans la région de Zarit et attaque deux véhicules militaires. Eldad Regev et Ehud Goldwasser sont kidnappés alors qu'ils achèvent leur dernier jour de réserve. Le soir même, le gouvernement se réunit en urgence. L'annonce est faite à l'issue de cette réunion. Il y a des éléments du nord et du sud qui menacent notre stabilité et tentent d'ébranler notre détermination. Ils n'y parviendront pas. Dans les premiers jours, Tsahal attaque depuis les airs des cibles clés au Liban et se concentre sur la région de Beyrouth. Le Hezbollah, de son côté, continue de tirer des missiles Katyusha et étend sa zone de frappe en visant Haïfa, Tibériade, Afula et Hadera. La première surprise du Hezbollah survient 2 jours après le début de la guerre. Un missile de fabrication iranienne frappe un navire de la marine israélienne qui naviguait au large de Beyrouth. 4 soldats de l'équipage sont tués. Hassan Nasrallah ne tarde pas à revendiquer cette victoire. Les surprises que je vous avais promises vont commencer maintenant. En ce moment, en pleine mer, au large des côtes de Beyrouth, un navire de guerre de la marine israélienne a été frappé. Regardez comment il brûle. Sur le terrain, un sentiment émerge, celui que les opérations ne sont pas menées correctement. Un sentiment amplifié après la mort de 12 parachutistes qui se trouvaient à l'extérieur du kibbutz Kfar Giladi, laissant un mur imbibé de sang et des bottes de soldats. La seconde guerre du Liban a transformé le front intérieur en zone de guerre. Des centaines de milliers d'habitants ont été contraints de s'asseoir dans des abris négligés. L'air conditionné ne fonctionne pas. Il fait terriblement chaud ici. Il est impossible d'être ici. Des milliers de personnes ont préféré dormir à la belle étoile plutôt que de dormir 5 semaines entières dans des chambres renforcées. Le mouvement du Bnei Akiva est venu nous voir hier avec tous les moniteurs et ils ont célébré sa bar mitzvah sous la tente. Il a lieu à la Torah ici sur le terrain de notre voisin, Guy Gamad. Et c'est certainement l'une des images les plus mémorables de la guerre. Cet officier parachutiste grièvement blessé lors des combats montre à la nation entière son sentiment personnel sur le terrain. Le 11 août à 21h, les forces de Tsahal lancent une vaste opération terrestre dans le sud du Liban. Le lendemain matin, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte la résolution 1701, appelant à la fin des hostilités. Malgré la décision du cessez-le-feu, Tsahal poursuit l'opération et le bilan s'alourdit côté israélien. 24 soldats sont tués et 60 sont blessés. Nous sommes entrés dans la phase de cessez-le-feu, sans aucun tir. Nous espérons que le cessez-le-feu sera maintenu. Pour rappel, nous sommes toujours en état d'alerte. Le 14 août, 7h59 du matin, la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU entre en vigueur et les combats entre Tsahal et le Hezbollah prennent officiellement fin. Amnon Eshel Assouline, merci infiniment de nous rejoindre dans cette émission. Ancien colonel de réserve et ancien commandant de brigade de blindés pendant cette guerre de 2006. Vous venez d'écrire sur votre Facebook personnel, ça y est-ce qu'on peut revenir chez nous ? En effet, c'est ce que j'ai écrit et j'espère que quand l'État d'Israël et Tsahal ont pris l'initiative, c'est le début de notre retour, les habitants du Nord, chez nous, et pour tous les habitants d'Israël, le retour à la sécurité et le calme auquel nous sommes habitués après un an complètement fou
qui a commencé bien sûr dans le sud le 7 octobre. Et nous voyons que ça se poursuit aussi dans le nord. Il n'y a pas d'alternative à prendre l'initiative et à attaquer pour que les terroristes comprennent que nous avons l'intention d'être ici éternellement. En 2006, vous étiez colonel. Vous avez laissé votre famille, bien évidemment, pour combattre. C'était quoi le sentiment à l'époque ? Le sentiment était qu'on faisait une guerre pour défendre nos foyers. C'était une guerre pour nous défendre après l'enlèvement de soldats sur la frontière nord. Et nous avons compris que cette organisation terroriste qu'est le Hezbollah, qui est d'ailleurs une représentation de l'Iran, ce sont les émissaires de l'Iran dans la région. Et je pense que c'est la stratégie iranienne de dire, allez, occuper Israël sur des combats sur la frontière, et nous allons développer des armements plus sophistiqués. Et on s'est lancé dans un combat pour défendre la maison sur la frontière nord d'Israël et pour tout Israël. Et je pense qu'il est temps de prendre tous ces organismes terroristes et les éloigner de nos frontières en Israël. Ils ont construit des infrastructures terribles, les Iraniens. Amnon Eshel Assouline, cette guerre elle a été imposée à Israël, vous venez de le dire, en 2006, parce que 2 soldats ont été kidnappés, des autres tués. On a eu l'impression que c'était exactement le même scénario pendant quasiment 11 mois. Est-ce que là, vous avez l'impression quand même que Israël a repris la main sur les opérations ? Écoutez, je pense que l'État d'Israël, dans sa décision, se mesurait au sud et tout ce qui s'y est passé avec le Hamas. Et il faut rappeler quand même que les otages, à mon avis, sont la chose la plus importante et numéro 1. On ne s'est pas occupé du Hezbollah pendant 11 mois et il a pensé que l'État d'Israël ne pourrait plus rien faire et qu'il allait l'emporter. Et en effet, beaucoup d'habitants ont quitté leur foyer dans le nord. Mais maintenant que l'État d'Israël a changé ses efforts et a commencé avec le nord, je crois que depuis l'attaque israélienne à Houdeid au Yémen, nous voyons que l'initiative est revenue entre nos mains. Jour après jour, semaine après semaine, nous voyons comment nous nous occupons d'attaques constantes de cette organisation, le surprenant en permanente. Je pense que Nasrallah, s'il n'est pas dans le coma maintenant, il est en état de choc, on ne l'entend pas, on ne le voit pas. Bien sûr qu'ils tirent encore, bien sûr qu'ils ont encore des capacités, mais petit à petit, nous nous occuperons de toutes ces capacités et je suis persuadé qu'en fin de compte, quand on arrivera aux incursions terrestres et aux manœuvres, je suis sûr qu'Israël fera une manœuvre au sol et comme nous l'avons fait à Gaza, nous le ferons dans le nord pour montrer une bonne fois pour toutes qu'on ne joue pas avec nous et sûrement pas avec les habitants de l'État d'Israël. Alors, on parlait d'opérations terrestres, effectivement, pour l'instant, on n'en est pas là, même si le commandant de la région Nord, effectivement, Henri Gordine, dit que visiblement ça allait près, mais c'est justement impossible. Amnon Eshel Assouline, je veux bien qu'on parle de résilience et je veux bien que Tsahal soit fort toujours. Mais cette guerre de 2006, elle a laissé des traces, tant au niveau militaire qu'au niveau populaire, au niveau du peuple. Est-ce que vous pensez véritablement que ce trauma-là pèse sur les décisions du gouvernement? Écoutez, je ne pense pas qu'il y ait de trauma. Moi, je ne connais pas de guerre agréable, sympathique ou qui fasse plaisir en disant qu'on s'y est bien amusé. La guerre, c'est affreux, c'est atroce. On ne fait pas la guerre pour faire la guerre, on fait la guerre pour défendre son foyer. Et le peuple d'Israël et l'État d'Israël est déterminé à défendre la maison à tout prix, quel qu'il soit. Et nous allons faire cette manœuvre et le Hezbollah comprendra aussi que nous ne sommes pas prêts à supporter ce terrorisme monstrueux qui vient massacrer des civils innocents. Et vous remarquerez ce que fait le Hezbollah. Tout ce qu'ils essayent, c'est pas seulement le Hezbollah, tous les terroristes essaient de frapper les civils sans distinction. Et de quelle manière mesurée Tsahal œuvre au Liban, faisant attention de ne pas tuer de civils, en leur demandant d'évacuer, etc. Je n'ai pas peur d'une manœuvre au sol. Je suis sûr que Tsahal pourra le faire. Et en 2016, nous avons manœuvré et fait ce qu'il fallait faire. Et là, encore une fois, nous allons faire le nécessaire. Après avoir compris
que le travail du renseignement, de l'armée de l'air et de toutes les branches d'armée feront le nécessaire pour faire ce qu'il faut. Je pense qu'Uri Gordin, le chef de la zone nord, le commandant de la zone nord, pardon, je pense qu'il le sait mieux que tout le monde. Après l'entraînement de toutes les divisions et après l'installation et le déploiement dans le nord, l'État d'Israël coordonnera ces manœuvres et nous le ferons de manière excellente, j'en suis sûr. Merci infiniment, colonel Amnon Eshel-Assouline. Je rappelle effectivement que vous avez été commandant de brigade et de blindés pendant cette guerre du Liban de 2006. Vous êtes un enfant du pays, puisque vous êtes né à Kiryat Yvon, grandi, et vous étiez récemment directeur général de la municipalité de Maalot Tarshiha. Merci infiniment d'avoir réagi à nos questions. Lors de la deuxième guerre du Liban, j'ai été le commandant de la brigade 7 et je suis dans le nord et je vois, comme tous les habitants, que nous sommes en train de nous redéployer et le peuple d'Israël continuera à se battre. Merci beaucoup à Misraël Chai. Merci beaucoup. C'est sur cette note d'espoir que je vous donne la parole, Shani Guidalia. Note d'espoir qui va peut-être dénoter avec l'arsenal du Hezbollah qui n'est pas du tout le même aujourd'hui qu'en 2006. Oui, Mathias, il y a une différence majeure. C'est qu'en 2006, la guerre, c'était qu'avec le Hezbollah. Sauf qu'en 15 ans, le Hezbollah a non seulement renforcé son arsenal, donc avec des drones, avec des missiles de précision, avec des missiles longue portée, mais aussi l'Iran a eu le temps de tisser sa toile. Donc si maintenant, si on passe d'une opération comme celle actuelle à une guerre totale et régionale, c'est pas seulement le Hezbollah qui sera impliqué, ce sera tous les proxys de l'Iran et de façon simultanément, et ça change complètement la donne. Donc on aura le Hamas à Gaza, puisque la guerre n'est toujours pas terminée, on aura les organisations terroristes en Judée-Samarie, les milices pro-iraniennes en Syrie, les milices chiites en Irak et les Houthis au Yémen. Et le Hezbollah, de son côté, pourrait continuer à tirer des missiles à longue portée, comme on l'a vu dimanche et lundi, et puis même aujourd'hui avec plusieurs missiles qui ont été tirés, et des missiles de précision qui sont capables de frapper des cibles stratégiques en Israël. Maintenant, si l'Iran entre aussi dans la guerre, à ce moment-là, ça pourrait s'élargir, mais en parallèle, l'Iran pourrait aussi leur fournir à tous ces proxys un soutien logistique, des armes et surtout une coordination stratégique. Et une guerre avec l'ensemble de ces proxys, évidemment, pourrait durer bien plus longtemps que toutes les guerres auxquelles Israël était confronté jusqu'à présent, et beaucoup plus de réservistes seraient mobilisés justement pour faire face à toutes ces menaces. Oui, mais en même temps, Israël s'est entraîné, c'est surentraîné. Oui, et il y a des différences d'ailleurs entre où Israël était en 2006 et les forces qui sont déployées aujourd'hui. Aujourd'hui, les forces qui sont dans le nord, elles ont pour but principal d'éviter les infiltrations du Hezbollah comme celle qu'il y a eu en 2006 et d'éviter aussi de contrer toutes les menaces du Hezbollah. Donc pour ça, il y a des unités d'élite, d'infanterie, des blindés d'artillerie qui sont postés à la frontière avec le Liban et en cas de guerre, en cas de crise, eh bien, il y a des réservistes qui sont aussi appelés pour renforcer cette présence et qui sont postés à des endroits stratégiques. Maintenant, par rapport à 2006, il y a plusieurs différences. Déjà en 2006, Tsahal a été critiqué pour son manque de préparation pour faire face justement aux roquettes du Hezbollah. Aujourd'hui, il y a ces systèmes de défense qui sont renforcés. Exactement, qui sont améliorés. Ensuite, deuxième différence, c'est qu'en 2006, le Hezbollah avait des capacités de combat assez déployées, assez développées et utilisait en plus des tunnels. Je suis moi-même rentrée dans un tunnel, Mathias, du Hezbollah qui a été creusé en 2006. Il faut savoir que ce tunnel, il a été creusé dans la roche avec une sorte de gros cylindre. Et comme ça, ils ont réussi à s'infiltrer en Israël. C'était un des tunnels qui a été creusé. Aujourd'hui, l'armée, elle a des capacités justement pour détecter ces tunnels avec des capteurs, avec des drones, etc. Et enfin, troisième et dernière menace, et dernière différence, c'est qu'en 2006, la mobilisation des forces terrestres de réserve, elle a été plus lente et plus désorganisée. Et aujourd'hui, les soldats sont mieux préparés, mieux équipés. Et surtout, il y a une meilleure synchronisation entre les forces terrestres, aériennes et navales. Merci, Shani Guidalia. En attendant, pour avoir le pouls justement de ces habitants du Nord, écoutez quelques réactions collectées par Ava Mergi.
En gros, on est tous des habitants du Nord, habitués à ce genre d'événement. Je me souviens, en 2006, ça vous donne une idée de mon âge. D'un point de vue général, si on regarde le travail, l'économie, évidemment que les commerces sont fortement impactés. Ils sont aussi touchés et traumatisés. Il est très dur aujourd'hui de tenir un commerce dans le Nord et d'arriver à faire des bénéfices. On essaie au maximum de tout faire pour servir les clients et de tout faire pour maintenir notre commerce, pour pouvoir continuer et le garder ouvert dans le futur. Et on vient d'entendre cet habitant du Nord. Justement, on prend la direction du Nord. On vous retrouve, Oria Keshet, correspondant du Nord pour i24 News de la chaîne israélienne. Merci d'être avec nous. Si je vous dis que vous êtes un enfant de la région, vous aviez quel âge d'ailleurs quand tout a explosé en 2006 ? Bonjour. En 2006, j'avais presque 10 ans. C'est alors qu'a commencé la deuxième guerre du Liban. En tant qu'enfant, le souvenir que vous en gardez aujourd'hui, lorsque autour de vous, vous avez des ruines. La guerre que nous avons vécue en 2006 a laissé des traces chez tous, pour moi, ma famille. On a eu des blessés, on a eu des amis de la famille qui ont été touchés par cette guerre, et à partir du moment, en tant que journaliste et habitant, on arrive sur tous ces lieux. Ce qui nous revient, c'est bien sûr les flashbacks, les souvenirs de cette guerre. C'est des souvenirs difficiles, mais aussi des souvenirs encore plus durs. Le fait d'être aujourd'hui correspondant du Nord pour i24 News, vous êtes correspondant de guerre malgré vous finalement, et étant un enfant du pays, est-ce que c'est différent? Est-ce que vous avez un ressenti différent lorsque vous traitez ce genre d'actualité? Pour moi, ce que je fais ici maintenant, c'est une mission sacrée. Pour moi, je suis l'émissaire pour amener les voix des habitants. Quand j'étais enfant, d'autres personnes l'ont fait. Maintenant, c'est mon tour de le faire. Chacun fait ce qu'il peut dans ce qu'il fait. On a été combattants. Maintenant, je suis journaliste pour expliquer au monde, pour expliquer à tous ce qui se passe ici. Quelles sont les horreurs que nous voyons ici chaque jour. Souvenons-nous que maintenant, aujourd'hui, où je vous parle derrière moi, il y a une maison qui a été touchée gravement par la guerre. Une personne qui avait investi tous ses rêves et son argent pour construire sa maison de ses rêves dans son kibbutz, et un missile détruit tout d'un seul coup. Et mon sentiment est un sentiment de mission sacrée, mais aussi de puissance. Je viens pour parler les voix des gens de la région, pour dire au monde ce que les gens vivent ici chaque jour. C'est tellement important ce que vous dites, et ça sera ma dernière question sans doute, Oria. Vous avez des copains d'enfance qui ont grandi avec vous, qui pendant que vous êtes journaliste vont peut-être rentrer au Liban à nouveau, parce que le commandant de la région Nord a demandé à plusieurs réservistes de se tenir prêts. Vous leur dites quoi? Vous voulez dire quoi d'ailleurs, si vous aviez un message à dire à tous ceux qui nous entendent en France et tous les francophones? D'abord et avant tout, je dirais que maintenant, aujourd'hui, moi personnellement, je suis encore réserviste. J'ai été à Gaza et nous devrons aller aussi au Liban. C'est pas seulement mes amis d'enfance, mais c'est mes amis, mes camarades de l'unité qui sont en train de se préparer pour rentrer peut-être par une entrée terrestre au sol. Et donc mon frère, mes camarades qui savent que prochainement, nous allons commencer une guerre qui va être très dure. À Gaza, j'ai perdu beaucoup d'amis et j'espère qu'au Liban, cela se reproduira pas. Mais si il y a un message à faire passer à nos téléspectateurs dans le monde, je tiens à vous dire qu'il faut se souvenir que nous faisons tout ce que nous pouvons pour défendre notre peuple. Nous sommes un peuple fort qui ne cherche pas la guerre. Tout ce que nous demandons, c'est pouvoir vivre tranquille, sans qu'on nous tire dessus, sans que l'on fasse des massacres contre nos frères et nos familles. C'est pour ça qu'on se bat. Moi, journaliste, moi, combattant, et tous mes camarades et ma famille, voilà ce que nous disons et voilà ce que nous faisons. Vous disiez, ça sera vraiment ma dernière question, vous disiez il y a 2 jours à l'antenne, chez nos confrères d'i24 News en hébreu, vous dites pendant que Hassan Nasrallah se terre, nous on veut vivre. C'est ce que vous ressentez encore?
En fin de compte, comme je l'ai dit, tout ce que nous faisons, c'est pour vivre. C'est vrai. Nous n'allons pas renoncer maintenant ni nous taire. Ce qu'on nous fait ici, jour après jour, c'est terrible. Et pour que cela s'arrête, nous devons attaquer avec puissance. Mais tout l'objectif de cette chose, c'est de nous permettre de vivre. Nous voulons vivre en paix. Nous voulons vivre dans nos maisons, avec nos amis et nos familles, sans avoir peur d'un missile qui tombe comme c'est arrivé ici il y a quelques minutes, sans avoir peur que le massacre du 7 octobre se reproduise dans le Nord. Alors je le dis, peut-être que les gens du monde croient qu'on est là pour se faire la guerre. C'est faux. Tout ce que nous voulons, c'est vivre en paix. Merci infiniment. Merci Oria, protégez-vous bien. Voilà, Robin. Merci. Et puis Israël poursuit ses frappes, ça vous le savez, contre le Hezbollah au sud Liban, dans la Bekaï, dans le quartier de la Dahia à Beyrouth, le bastion du Hezbollah. Des centaines de cibles sont visées, ça on le sait, par l'aviation israélienne. Et des cibles de choix également. À l'intérieur de la Dahia, un nouveau chef, un nouveau commandant du Hezbollah a été éliminé, pas n'importe lequel, il s'agit du responsable des missiles du mouvement chiite pro-iranien. Le même qui était à la base le cerveau, le chef de l'opération, qui avait conduit au kidnapping et à l'élimination, à l'assassinat, de 3 soldats. Nous avons l'honneur de parler au père de l'un des 3 soldats qui a été enlevé et assassiné à l'époque. C'était le 7 octobre, décidément, 2000. Merci, Yaakov Avitan, d'être avec nous. Est-ce que vous voulez d'abord réagir sur cette date, le 7 octobre ? Le 7 octobre de 2000, on peut comprendre aujourd'hui, avec le recul, qu'en fait, nous n'avions aucune raison, Hezbollah n'avait aucune raison d'enlever des soldats puisqu'Israël s'était retiré de tout le territoire libanais. Il n'y avait aucune raison d'enlever ces soldats et de créer une provocation. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont sentis ivres de pouvoir. Ils ont enlevé des soldats. Et c'est dommage qu'à l'époque, l'État d'Israël n'ait pas su frapper comme elle frappe aujourd'hui pour qu'il n'y ait plus à l'avenir de tueries de soldats ou de civils qui nous obligent à nouveau à tuer leurs dirigeants comme ils ont tué nos soldats. Yaakov Avitan, lorsque je vous ai parlé en préparant cette émission, je vous ai dit effectivement il y a le trauma de 2006 jusqu'à aujourd'hui. Et finalement, presque comme une piqûre de rappel. Ça nous rappelle que finalement, ça n'a pas commencé en 2006, mais bien plus tôt. Je vous dis que ça a commencé en octobre 2000, quand l'État d'Israël s'est retiré du Liban jusqu'au dernier centimètre. Et donc le Hezbollah n'avait aucune raison, en fait. Mais cette haine terrible contre Israël et le judaïsme, c'est ça qui les rend fous. Et c'est ce qui fait qu'ils se battent contre nous, contre nos soldats, nos civils, peu importe, bombarder des villes sans aucune distinction. Israël ne fait pas ce genre de choses. Mais je crois qu'il va falloir finir par le faire. Ils n'ont aucune raison en réalité de faire la guerre à Israël. Est-ce que le fait que le chef de l'opération, justement, qui a conduit à l'assassinat de votre fils, a été éliminé, est-ce que c'est une sorte, on dit en français, la boucle est bouclée ? Absolument. C'est une boucle qui se ferme en effet et nous comprenons qu'il faut transmettre ce message, que tous ceux qui touchent des civils ou des soldats israéliens sans aucune raison valable seront éliminés. C'est vrai que de longues années se sont écoulées, mais il faut comprendre que c'est un message pour les générations à venir aussi. Toute organisation terroriste ou armée qui touche ou tire sur les civils et soldats israéliens, ils doivent comprendre qu'ils seront éliminés. Et donc, c'est une boucle qui est bouclée. Mais pour nous, c'est la réouverture de nouvelles boucles parce que on ne veut pas revenir à 25 ans en arrière. Nous avons des petits-enfants, des enfants. Nos vies ont repris. Nous ouvrons de nouveaux cercles bien meilleurs que ce qu'ils essaient de faire. Ils ne font que tuer, assassiner. Nous essayons de reprendre la vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord ce qui s'est passé le 7 octobre et comment il a été enlevé et assassiné ?
Hadi et ses camarades ont été appelés à un point. Mais je voudrais reprendre le fait qu'il faut se souvenir que l'État d'Israël s'était retiré du Liban le 24 mai 2000. Et si c'était juste ou pas, c'est ce qui a été fait. Hadi était en patrouille habituelle sur la frontière. Le Hezbollah a utilisé tout le feu qu'ils avaient, mortiers, missiles, tout contre ces soldats qui ont été immédiatement tués. Ils sont rentrés par la frontière et ils ont pris ils les ont enlevés alors qu'ils étaient déjà morts et ils ont négocié sur des cadavres. C'est une honte humaine qu'on négocie sur des cadavres de soldats et même des cadavres de personnes. C'était leur objectif, c'était monstrueux. Ils ont été enlevés sur le territoire israélien sans aucune provocation de notre part, de la part de Tsahal, et c'est ce qui a amené à ces négociations jusqu'à ce qu'on récupère ces corps en janvier 2004. Merci infiniment, Yaakov Eitan, d'avoir pu au moins nous rappeler effectivement ces histoires, vos histoires, les histoires des Israéliens, de ceux qui maintiennent effectivement ce trauma et la véritable face du Hezbollah, cruauté absolue. Merci infiniment d'avoir réagi à nos questions. Merci à vous. Et le message est passé, on l'espère, du côté de nos téléspectateurs en France, de rappeler que finalement, pour ceux qui ne se rappellent pas que le Hezbollah est une organisation terroriste, merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur i24 News.